Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. On va parler retraite présidentielle dans un instant, mais avant cela, la disparition de Jean-Paul Belmondo. Vous êtes de la jeune génération des politiques. Bébel, pour vous, ça représente quoi? Qui? Écoutez, ça représente beaucoup de souvenirs d'enfance. Alors moi, je vais pas mentir, compte tenu de mon âge, j'irai pas dire que j'ai vu ces films au cinéma. Mais j'ai vu beaucoup d'entre eux dans le canapé avec mes grands-parents. Et hier soir, très franchement, quand j'ai appris son décès, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une pause, de m'installer confortablement et de revoir les films que j'ai vus gamin. Je pense que ce matin, la France est triste. On se souvient d'il y a quelques années, on s'est réveillé sans Johnny Hallyday. Ce matin, on se réveille sans Jean-Paul Belmondo. Ouais. C'est finalement un bout de la France sur grand écran qui disparaît. Donc je pense que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de faire ce qu'on a commencé à faire hier soir. Ouais. C'est de revoir ses films. Il y a un film préféré ou une réplique que J'avoue vous avez... que moi, ce que j'ai le plus vu et préféré, c'est la partie de ces films très populaires, ceux de Gérard Houry, de Verneuil, c'est-à-dire plutôt la partie Bébel, quoi. Ouais, ouais. Mais il avait aussi cette qualité de pouvoir passer d'un cinéma d'auteur qu'on voyait moins, nous les jeunes, à quelque chose de très populaire. Ouais. L'As des As, qu'on a revu hier soir, Le Professionnel. Moi, j'aimais beaucoup Peur sur la ville. Ouais. Bon, voilà, c'est vrai que ça va nous manquer, mais on a encore ces 80 films à revoir et à revoir. Oui, oui. Je n'ai pas vu de réaction officielle, alors ou peut-être que c'est en train d'arriver, de Jean-Luc Mélenchon. Ah. Pourquoi? Je pense qu'il aime Jean-Paul Belmondo, pourtant. Bah, oui. J'ai pas vu, j'ai pas fait le tour. Alors, j'en ai pas vu des politiques ce matin, qui ont réagi. Non, mais parce que je me suis dit peut-être qu'il avait du mal aussi avec les acteurs populaires, Jean-Luc Mélenchon. Non, au contraire. Non, au contraire, bien sûr. Ça participe justement finalement de notre patrimoine collectif, donc c'est extrêmement important. Je pense que si la France se réveille triste ce matin, c'est bien parce que Jean-Paul Belmondo finalement appartenait un peu à tout le monde. On pense bien sûr d'abord à ses proches, mais j'ai l'impression que ce matin finalement ses proches, c'est un peu nous tous, quoi. Ouais, Jean-Paul Belmondo et pas Jean-Pierre Belmondo. Vous avez vu le tweet de Sandrine Rousseau? J'ai vu passer. Une dernière cascade en espérant que ce ne soit pas difficile, a-t-elle dit. C'est quand même étonnant. Donc qu'est-ce que ça suscite comme réaction? Pas très habile. Maladroite. Plutôt. Ça, oui. Il y aura un hommage national aux Invalides la semaine prochaine, le 9 septembre. C'est justifié? Je crois, oui. Je pense que vu l'émotion populaire que ça génère, vu ce que cet acteur représentait pour les Français, ça me semble tout à fait justifié. Et puis d'ailleurs, je pense que les gens ont envie de lui rendre hommage. Alors, la réforme des retraites. Emmanuel Macron voudrait supprimer les régimes spéciaux de retraite et instaurer le minimum de pension à 1 000 €. Alors, selon plusieurs sources, ça n'a pas été complètement confirmé par l'Élysée qui essaie de temporiser. Est-ce que cette réforme est justifiée, selon vous? Non, elle n'est pas justifiée, mais Emmanuel Macron doit la faire. Je vous explique pourquoi. Ouais. Emmanuel Macron, il nous a en fait déjà présenté son programme économique pour 2022. C'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage à laquelle il s'est engagé, et c'est le retour de l'austérité budgétaire. Ces trois mesures, il les a mis en balance à la Commission européenne, en échange du fameux plan de relance européen, vous savez, les fameux 40 milliards qu'on est censé recevoir, qui d'ailleurs représentent moins que notre propre contribution au budget européen. Donc Emmanuel Macron, en quelque sorte, c'est la Commission européenne qui tient le stylo de son programme économique. Donc c'est pour ça qu'il veut faire cette réforme des retraites. Non, c'est très injuste, Patrick Roger. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on regarde la situation de nos retraites aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas du tout de problème de financement immédiat. Il y a à peu près 150 milliards d'euros. Oui, mais quand on regarde en fait à terme, quand même, ce n'est pas... Bien, je vais vous dire une chose. Ce qu'on a toujours fait en France, jusqu'à présent, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population progressait, on consacrait plus de richesses au financement de nos retraites. Vous savez, ceux qui pensent qu'on doit travailler plus longtemps... beaucoup quand même, on en consacre beaucoup, mais c'est ce qui permet notamment à la France, et on a encore du progrès à faire, mais d'avoir un taux de pauvreté des seniors qui est inférieur à ce qu'on peut constater dans d'autres pays européens. Donc il faut dire une chose aussi, celles et ceux qui vous disent qu'il faut travailler plus longtemps sont les mêmes qui refusent de partager la richesse produite. Moi je vous le dis très tranquillement, en augmentant les salaires, légèrement les cotisations, en créant de l'emploi comme on pourrait le faire, notamment dans les secteurs de la planification écologique, en partageant le temps de travail, on peut très bien financer la retraite à 60 ans. Vous devriez voir, Patrick Roger, que rien qu'une chose... Dans l'année de pandémie qu'on vient de vivre. Et peut-être que pour qu'il y ait cette réforme à 60 ans ou 62 ans, la maintenir comme vous le souhaitez, peut-être qu'il faut revoir aussi les régimes spéciaux. Mais franchement, les régimes spéciaux, vous savez combien ça représente dans la population active? C'est 3% de la population active. Les régimes spéciaux, mais ça pèse beaucoup quand même. Non, mais les régimes spéciaux, c'est issu d'une négociation, fruit de travail spécifique, de tâches particulières et d'une négociation qui a été établie de longue main. Emmanuel Macron agite les régimes spéciaux pour espérer en quelque sorte faire diversion, diviser les Français
Français, pour qu'on se regarde chacun l'assiette du voisin. En réalité, la vérité, c'est que cette réforme, à terme, elle va concerner tout le monde et que le but ultime d'Emmanuel Macron, c'est de faire des économies, soit en vous poussant à travailler plus longtemps, soit en baissant vos pensions. Moi, je le dis très tranquillement. Quand on voit que dans l'année qui vient de s'écouler, les plus riches, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine de 230 milliards en une seule année, Patrick Roger. Si ce surplus avait été récupéré par l'impôt, il n'y aurait plus de déficit, ni de l'État, ni déficit des organismes sociaux. Je n'ai pas le chiffre exact. Et en termes d'emploi, ça nous aurait permis de recruter à peu près 4 à 5 millions de personnes au salaire moyen. Donc si vous voulez, on ira vérifier le chiffre en fait de 230 milliards, mais je sais évidemment qu'il y a des grands groupes qui ont pu bénéficier de revenus supplémentaires. Regardez. Le quinquennat d'Emmanuel Macron touche bientôt à sa fin. Il faut en faire le bilan en peu de mots. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient 570 milliards de patrimoine. Aujourd'hui, c'est le double. Donc cet homme aura réussi en un quinquennat, et c'était sa grande tâche. Quand nous disions qu'il était le président des riches, nous avions raison. Sa grande tâche était de doubler le patrimoine des plus riches en un quinquennat. Et dans le même temps, je termine là, mais quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté, il y en aura bientôt 12 millions. Voilà ce qu'est le bilan de M. Macron et ce dont il faudra retenir de son quinquennat. Et 50 plus à venir, ça va être la campagne et le slogan de la campagne d'affichage de La République En Marche. J'ai vu, je ne suis pas certain que ce soit un très bon slogan, parce que je ne crois pas que beaucoup de Français aient envie d'en goûter pour 50 plus. En revanche, ce que je sais, et j'adresse ce message à celles et ceux qui nous écoutent ce matin depuis votre micro, il est clair que celles et ceux qui ont bénéficié le plus des cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, de ces 38 milliards de cadeaux en tout genre qu'il leur a fait, ceux-là iront voter. Dès 8h du matin, ils feront la queue au bureau de vote pour remercier M. Macron pour service rendu. Donc c'est la France qui va bien d'Emmanuel Macron contre les autres. Mais c'est très clair. D'ailleurs, regardez, toutes les enquêtes d'opinion nous disent, Patrick Roger, que finalement, plus il y a de participation, moins il y aura d'abstention, plus M. Macron baisse et plus nous progressons. Donc la clé pour nous, c'est très clair aujourd'hui, en cette rentrée, si le peuple se mobilise, si la participation populaire est massive à l'élection, nous pouvons l'emporter. En revanche, si le peuple reste à la maison, s'il considère que la fronde, c'est de s'abstenir, eh bien c'est très simple, tout continuera. L'abstention aide Macron. C'est ce qui explique un peu votre campagne avec le hashtag Mélenchon peut gagner, qui a été lancé hier. C'est un peu la méthode Coué, ça, non? Parce que dans les sondages, ça ne décolle pas spécialement, quoi. Alors, mais en fait, c'est très spontané. C'est-à-dire, ça, vraiment, on aurait les moyens de faire partir tout ça de notre propre état-major. En fait, c'est pas le cas. Souvenez-vous. Non, je vous assure que non. Regardez, ce sont des équipes en fait des insoumis. Regardez d'où ça vient. Vous allez voir que ça ne vient pas des insoumis au départ. En tout cas, pas du cœur de l'appareil. Avant l'été, il y avait la même réaction quand les uns les autres se succédaient sur les plateaux pour dire qu'on aura un problème avec la République, alors qu'en réalité, compte tenu de ce qu'on incarne, nous sommes profondément républicains. Et les insoumis avaient réagi en disant hashtag ennemi de la République. En quoi suis-je un ennemi de la République? Ben là, c'est pareil. Il y a M. Montebourg qui s'est senti pousser des ailes, qui a raconté sur France 2 qu'il pensait que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas l'emporter et que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même le savait. Et puis les insoumis il a confessé avoir voté pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Bien sûr, mais d'ailleurs, vous savez, c'est pas terminé. Il reste 7 mois. Peut-être qu'il pourra revoter pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Oui, parce qu'il y a une multiplication des candidatures à gauche. Vous pensez qu'il peut y avoir des unions possibles? Écoutez, on a beaucoup fait jusqu'à présent pour tenter de fédérer. Souvenez-vous d'ailleurs que on avait. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est prêt à tendre la main, Jean-Luc Mélenchon, ou alors il reste leader. Détrompez-vous, il l'a beaucoup fait. Déjà en 2019, il proposait la Fédération populaire. On a proposé régulièrement de s'accorder avec les uns et les autres. Souvenez-vous qu'aux dernières régionales, on a fait des concessions plus qu'importante. En réalité, on va vous dire quelque chose. Nous savions depuis très longtemps que le tableau que nous avons sous les yeux se confirmerait. C'est-à-dire que chacun déciderait d'avoir son candidat. Et quand, avant l'été, on avait ces réunions de M. Jadot et M. Faure qui, bras dessus, bras dessous, nous disaient que tout ce petit monde se retrouverait, aujourd'hui, ce n'est même plus à leur ordre du jour. Et en réalité, chacun veut son candidat. Vous savez, avant l'été, quelqu'un nous a donné ce conseil au détour d'une émission que nous réalisions. Ils nous ont dit, bon, vous avez maintenant un programme qui a déjà recueilli 7 millions de voix dans la dernière présidentielle. On voit d'ailleurs dans une enquête d'opinion qui est parue en cette rentrée que finalement, quand on interroge les Français sur les mesures du programme de Jean-Luc Mélenchon, sur les mesures, ils y sont très favorables. Vous avez 63% des Français qui disent oui, nous sommes d'accord pour une constituante, pour écrire un nouveau projet de constitution. Vous avez 74% des Français qui disent on est pour l'augmentation du SMIC. 83% qui sont pour le 100% renouvelable. Ça ne dépasse pas 9% dans les intentions de vote. Alors, quand même. Je vais vous dire une chose. D'abord, si vous regardez les sondages en septembre 2016, la fois précédente, nous étions dans le même étiage et à la fin, vous vous souvenez que Jean-Luc Mélenchon est passé en un mois de 13 à 20%. Juste une chose que tout le monde comprenne bien sur les sondages. Il faut regarder ça avec beaucoup de précision. Quand vous avez par exemple des instituts comme Ipsos et IFOP qui désormais aujourd'hui posent deux questions à la population. Quelle
est votre intention de vote, et sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre certitude d'aller voter, et figurez-vous qu'ils éliminent du résultat toutes celles et ceux qui ne donnent pas une note de 10 sur 10. En fait, ces instituts de sondage ont trouvé un moyen d'avoir un paysage factice qui écarte le vote populaire. Eh bien, donc, les sondages, de ce point de vue, sont finalement d'une valeur qui est à discuter. Alors, tous n'appliquent pas la même méthode, mais pour nous, c'est très clair. Nous ne sommes pas les spectateurs d'une situation qui nous échappe. La clé, je demande d'être entendu là-dessus. Si le peuple se mobilise, nous l'emporterons en 2022. Est-ce qu'il peut donc y avoir des rapprochements avec Arnaud Montebourg? Vous dites pourquoi pas, hein, c'est ce que vous dites ce matin. Quand je regarde le programme d'Arnaud Montebourg et ce qu'il a raconté, il pourrait faire partie des pans entiers de ce que nous proposons. Je crois qu'il est déjà très bien représenté. Peut-être qu'en revanche, nous avons un sérieux désaccord sur la question du nucléaire ou la 6ème République qui, pour lui, se fait sans le peuple et sans la Constituante. Mais évidemment que sur tout ce qui est relocalisation, réindustrialisation, produire en France, aujourd'hui, le candidat le mieux placé pour incarner ce projet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, il est prêt aussi, finalement, sur certaines idées, Arnaud Montebourg, sur la relocalisation du Rassemblement national aussi, ce qu'ont dit certains de l'autre côté. Mais vous savez, je ne suis pas certain. Il faut dire une chose aussi, que le Front National corresponde bien à ces aspirations-là. Et là aussi, il faut être entendu. Ce ne sont pas les migrants qui ont fermé les usines dans notre pays. Ce ne sont pas les migrants qui font que le partage des richesses est à ce point abject aujourd'hui et que, alors que les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Il faut être entendu là-dessus. Finalement, tous ces sujets-là, et d'ailleurs, il ne faut pas qu'on se laisse voler le débat de la présidentielle. Vous voyez comme tous les médias se mettent en ligne, mais la question sociale, vous l'avez vu, elle disparaît quasiment des débats. Moi, je regarde beaucoup les émissions politiques, les matinales, les émissions du dimanche. Regardez comme, finalement, on a un espèce de ton monocorde où c'est les mêmes sujets tout le temps. L'identité, la sécurité, on peut en parler. On peut en parler, mais est-ce qu'on doit parler uniquement de cela, alors qu'on a d'abord et avant tout la question sociale qui urge et la question écologique? Je crois que vraiment, il faut le dire, on n'a pas l'intention de se laisser voler la présidentielle. Une dernière question, Adrien Quatennens, à propos du pass sanitaire. Alors, que je comprenne bien, vous êtes contre ou pas? C'était pas très clair. Les choses sont très claires, et vous allez très bien comprendre après m'avoir entendu. Nous sommes pour l'abrogation du pass sanitaire, pour autant que nous soyons favorables à la vaccination. C'est-à-dire que nous sommes pour la vaccination obligatoire, alors? Non, sans contrainte, justement, par la conviction. Et figurez-vous que des pays comme l'Espagne, sans passe sanitaire et sans contrainte, ont atteint 100% de vaccination des plus fragiles. En fait, nous sommes alignés sur la politique de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut la conviction plutôt que la contrainte. Donc vous n'êtes pas pour la vaccination obligatoire et pas pour le pass sanitaire? Nous sommes favorables à la vaccination, mais à juste proportion. Et surtout, ce que nous disons, c'est que le pass sanitaire aujourd'hui confère une illusion d'immunité et qu'il exonère le gouvernement de préparer toutes les autres choses qu'il y a lieu de faire pour limiter la circulation du virus. Un exemple, vous voyez, à New York, par exemple, dans toutes les salles de classe, il y a 2 purificateurs d'air par salle de classe. Ça fait depuis le mois de novembre qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on leur réclame d'installer ça. On sait par ailleurs que même parmi la population vaccinée, il y a des gens qui se contaminent. Donc le vaccin est important, mais il fonctionne aujourd'hui presque comme un médicament préventif contre les formes graves. Mais il ne vous garantit pas, même s'il diminue la contagiosité, de ne pas être contaminé. Donc oui, il y a la vaccination, mais pas que ça. Il y a évidemment toutes les alternatives au confinement qu'on peut mettre en place. Et puis dernière chose, vous savez que le gouvernement veut maintenant dérembourser les tests. Mais ça, c'est absolument incroyable. On a besoin, puisque l'épidémie continue de circuler, de tester massivement. Mais pour le reste, la vaccination, oui, fait partie de l'arsenal. Et d'ailleurs, nous avons été les premiers avec Jean-Luc Mélenchon à demander la levée des brevets sur le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que dans les pays les plus développés, les plus riches, vous avez 40% de la population en moyenne qui est vaccinée, mais dans les pays les plus pauvres, c'est seulement 11%. Or, la pandémie est mondiale. Donc, encore une fois, on voit que même en période de pandémie, ils ne sont jamais rassasiés. Il en faut toujours plus. Ils font des profits sur la pandémie. Le vaccin devrait être un bien commun de l'humanité, et donc la levée des brevets. Merci beaucoup Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Comme vous êtes coordinateur, vous allez aller voir si Jean-Luc Mélenchon va tweeter ou pas sur Johnny. Vous allez sur Belmondo, puisqu'on a parlé de Johnny tout à l'heure. Vous lui direz, en tout cas, vous-même, vous avez tweeté ce matin. Merci d'être venu ce matin au micro. Merci de m'avoir invité. Restez avec nous, les 32.